cette occasion les prix décernés pour l'année en cours. Nous allons remettre aujourd'hui ceux de l'année 2020. Alors que nous étions très nombreux réunis dans cet amphithéâtre Foch, nous voici en formation réduite, heureusement complétée par une forte participation en visioconférence. Vous connaissez les causes de cette situation singulière et je remercie vivement toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se joignent à ce temps fort de notre vie académique. Je voudrais saluer et remercier chaleureusement notre confrère Didier Decoing, membre de la section Histoire, Lettres et Arts, qui a accepté avec spontanéité et enthousiasme d'assurer la présidence d'honneur de cette cérémonie. On ne présente pas Didier Decoing, tant son talent littéraire nous est connu, tant son attachement à notre compagnie est fort et tant sa réputation n'est plus à faire. Président de l'Académie Goncourt, qui décerne le plus ancien et l'un des plus prestigieux de nos prix littéraires, il vient aujourd'hui nous éclairer de son aura, laquelle va bien au-delà de nos frontières. S'il devait y avoir un ambassadeur thématique, comme l'on dit au Quai d'Orsay, ambassadeur thématique de la culture française, nul doute qu'il n'en serait le premier titulaire. Merci à vous, Monsieur le Président, chers confrères, de nous faire le plaisir d'être parmi nous cet après-midi. Je voudrais saluer les lauréats que nous allons honorer, et bien entendu nos consoeurs et nos confrères, ainsi que nos invités, qu'ils soient présents ou à distance. La remise des prix par une institution vénérable comme l'est l'Académie vient récompenser de manière fortement symbolique des lauréats qui se sont illustrés de manière remarquable dans un domaine ou dans un autre, valorisant sous les angles les plus divers le fait maritime. La sélection, puis les choix retenus, veillent à emprunter les chemins les plus divers, de sorte à mettre en valeur tous les talents, depuis les récompenses décernées à des personnalités dont l'action a été estimée digne d'être remarquée, à des ouvrages, à des thèses, derrière lesquelles, parce qu'il s'agit de la mer, il y a toujours des femmes et des hommes de passion. Qu'ils soient tous remerciés au nom de cette belle institution qu'est l'Académie de Marine. Un dernier mot, si vous le permettez, car l'actualité dans cette année est singulièrement dense. Demain matin, le Président de la République inaugurera l'hôtel de la Marine rénové. L'Académie y sera accueillie dans quelques semaines, symbolisant la continuité de la présence maritime dans cet écrin d'architecture et de mémoire. Dans quelques mois, le 28 octobre, nous ouvrirons à la Sorbonne l'année du centenaire de la refondation, ou plutôt de la renaissance de l'Académie, après une longue période de silence suite à sa suppression en 1793. La Révolution portait bien son nom, tout comme la Terreur. Avait-on besoin de s'en prendre ainsi sans discernement aux académies? Il y a 100 ans, heureusement, la République apaisée permit avec bonheur au phénix de renaître de ses cendres, témoignant ainsi de son pouvoir de résilience. Cette année anniversaire permettra à notre société savante, forte de son passé prestigieux, des savoirs et de la diversité de ses membres, d'être elle aussi au cœur de la prise de conscience des enjeux de ce siècle que le Président de la République a qualifié de maritime. Je passe maintenant la parole à notre président d'honneur, que je remercie à nouveau d'être parmi nous. Je voudrais commencer, bien sûr, par remercier très, très fort le président de la Gorse de ces mots aussi chaleureux, beaucoup trop laudateurs, mais c'est le côté chaleureux que je retiens en premier lieu. Et je suis, moi aussi, très heureux d'être ici. J'ai hésité parce que j'ai un problème de mobilité, mais je me suis dit que c'était une occasion qu'on ne ratait pas, parce qu'il s'agissait à la fois de la littérature et de la mer, qui sont deux de mes passions. Donc, il était impossible de faire l'impasse sur cet après-midi.
il est dans la vocation de l'Académie de marine de baliser l'océan en apparence inépuisable des publications pour relever la position de talents qui émergent ici ou là comme des îles au trésor. Et je mets un S à trésor, car que de merveilles cette année encore parmi les œuvres que l'Académie récompense. Ces œuvres, très certainement, que vous les ayez lues ou que vous soyez sur le point de les lire, vous en parlerez autour de vous. Parce que quand on aime un livre, un film, une musique, un peintre, on ne peut se retenir de partager sa découverte et la passion qu'elle a fait naître. Et peut-être alors vous dira-t-on que les lauréats de l'Académie de marine, ce n'est après tout que de la littérature de genre. Littérature de genre, c'est une expression que j'ai un peu malfaisante quelque part, que j'ai beaucoup entendu dire cette année à l'occasion du prix Goncourt que nous avons attribué à l'anomalie d'Hervé Le Tellier, qui a atteint, et sa course n'est pas terminée, le chiffre record de plus d'1 million d'exemplaires vendus. Mais on m'a dit souvent, mais enfin, c'est pas vraiment de la littérature, c'est de la science-fiction, c'est de l'anticipation, c'est de la littérature de genre. Alors maintenant, l'Académie Goncourt couronne autre chose que de la littérature pure et dure. Littérature de genre, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, qu'est-ce au juste que la littérature de genre? Eh bien, d'après le Larousse, je crois que c'est le Larousse, pas le Robert, le Larousse, c'est une catégorie d'œuvres qui correspondent à des thèmes ou à des univers bien particuliers, bien clairement définis, comme par exemple la littérature policière, la science-fiction dont je parlais à l'instant, ou plus récemment les romans graphiques, qui, ne faites pas la confusion, ne sont pas de la bande dessinée. Ou, évidemment, aussi la littérature maritime, souvent exilée tout au fond de la librairie. Je me rappelle avoir, dans une librairie qui n'était pas une des grandes librairies maritimes que nous connaissons tous, avoir demandé s'il y avait un rayon de littérature maritime, et la libraire, qui était une femme tout à fait sympathique, tendu le doigt, là-bas tout au fond. Je suis allé voir tout au fond, je n'ai pas vu, elle m'a dit, il faut ouvrir les tiroirs. Effectivement, dans les tiroirs, il y avait des livres de littérature maritime. On n'est pas loin du mot fameux d'Éric Tabarly disant « désabusé que pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils remontent de la plage ». Pour de nombreuses personnes, en effet, la littérature maritime n'est pas vraiment de la littérature, mais de la para-littérature. Une littérature qui serait en quelque sorte, n'y voyez aucun mépris de ma part, une sorte de banlieue de la littérature. Un petit peu comme si les écrivains de la mer étaient des monomaniaques répétant inlassablement les mêmes thématiques, la mer, la mer, la mer, toujours recommencer, alors que c'est tout le contraire. La littérature maritime, en effet, dépasse le principe d'un univers pour devenir alors ce qu'on appelle maintenant un multivers, c'est-à-dire un infini de croisements, de rencontres entre des continuums différents. De même qu'on n'imagine pas un navire sans passerelle pour monter à son bord, de même la littérature maritime ne se conçoit-elle que prolongée par une multitude de passerelles qui la font communiquer avec d'autres genres. Le premier exemple de passerelle qui me vient à l'esprit, il est vieux, il date de 8 siècles avant Jésus-Christ, c'est bien sûr ce cher vieux Melsigénès, plus connu sous le nom de Homère, et connu surtout pour être l'auteur de la géniale Odyssée, l'un des tout premiers romans jamais écrits, la matrice de tous les ouvrages se réclamant de littérature maritime et qui aurait très certainement explosé le palmarès de l'Académie de marine. Récit iodé par excellence, dont on a l'impression que ce sont les vents marins qui font tourner les pages, l'Odyssée dénote une longue pratique du monde des marins, mais aussi une formidable connaissance de la mythologie et de la littérature. C'est en quelque sorte le livre du mariage de la mer et des mots. Homère connaît bien les vents, leurs vices et leurs vertus. Notez d'ailleurs, ça vaut la peine de la relire, l'Odyssée, que dans l'Odyssée, les appareillages ont toujours lieu en fin de journée pour profiter de la brise de terre qui, à ce moment-là, pousse le navire vers le large.
Homère connaît pareillement les courants qui animent la Méditerranée. C'est ainsi qu'Ulysse rebrousse chemin chaque fois qu'il doit aborder un détroit, parce que c'est là que la navigation est la plus difficile, puisque le courant, comme vous le savez, se renforce entre les parois rocheuses, telles les terribles Charybes des Scylla, ou les bouches de Bonifacio entre la Corse et la Sardaigne, le détroit de Gibraltar, ou encore mon cher vieux rat Blanchard, qui naît de la compression d'un courant de marée dans cette sorte de couloir ouvert entre la pointe du Cotentin et les Anglo-Normandes. On trouve dans le texte d'Homère des précisions inouïes sur la biologie marine. Il utilise d'étranges épithètes pour qualifier la couleur de l'eau. Nous, la Méditerranée, nous la voyons bleue. À Homère, non, il ne la voit pas bleue. Il écrit que la Méditerranée était pourpre, qu'elle était vineuse, qu'elle était violette, qu'elle était couleur de sang porphyréen. Ce sang porphyréon a donné des cauchemars aux traducteurs d'Homère. Qu'est-ce que ça voulait dire ? C'est une couleur, c'est un phénomène bien connu scientifiquement, c'est une couleur qui fait que l'eau devient rouge. Les Anglais parlent de red tide ou encore de blood of the sea. Elle se produit, cette coloration, lorsque des matières nutritives viennent enrichir les eaux littorales et favorisent le développement rapide et spectaculaire d'une multitude de petites algues unicellulaires. D'ailleurs, on retrouve ce phénomène dans la Bible, et il y a fort à parier que l'une des 7 plaies d'Égypte, celle de l'eau changée en sang, soit le résultat de cette prolifération de petites algues. Aucun doute, en tout cas, Homère était marin autant que poète. La littérature maritime n'est pas la seule à être influencée par la mer. Newton n'avait jamais vu la mer. Et pourtant, ses théories scientifiques, et notamment son étude mathématique des marées, ont été nourries non pas par la contemplation de la mer, mais par sa correspondance avec de nombreux voyageurs maritimes, des commerçants bien sûr, mais aussi des jésuites. La mer... Recording in progress. La mer, sa puissance, sa colère, sa splendeur, a inspiré et continue d'inspirer d'innombrables écrivains. Les prix que décerne aujourd'hui l'Académie de marine en est bien la preuve. D'ailleurs, voyez-vous, d'une certaine façon, écrire, c'est un peu naviguer. L'écriture et la navigation, toutes les deux, reviennent à déplacer une cargaison sur une surface où s'entremêlent un nombre infini de chemins possibles. Dans le cas de la navigation, la cargaison est alors constituée de marchandises ou d'êtres humains. Dans le cas de l'écriture, la cargaison est constituée d'idées ou d'émotions. La difficulté dans les deux cas, pour le navigateur, est de déterminer la meilleure route possible, de vague en vague, de mot en mot. À l'époque d'Homère, c'était la déesse Athéna qui était supposée guider le pilote pour qu'il aille droit sur la mer brumeuse, en dépit du vent qui refuse ou qui tourne. L'écrivain, lui aussi, doit aller droit au mot fin. Lui aussi doit maintenir droite la route du récit. Et ce n'est pas toujours facile, mes confrères et consoeurs écrivains présents dans cette salle peuvent le confirmer, en dépit de la bourrasque des activités annexes qui font dévier de sa route le petit esquif si vulnérable que représente le livre en gestation. Michelet disait que penser à la mer, tandis qu'il écrivait, métamorphosait carrément le rythme de sa phrase, l'harmonie de son écriture. Mais j'ai surtout trouvé une réflexion que je trouve encore plus forte que ce qu'a dit Michelet. C'est celle d'Alain Robbe-Grillet. Vous savez, l'iconoclaste auteur des Gommes, le romancier rebelle raffiné de la Maison de Rendez-vous, l'homme qui fut élu à l'Académie française mais n'y siégea jamais parce qu'il ne prononça pas le discours qu'on lui avait demandé d'écrire. Et voilà ce qu'il dit. Je trouve ça magnifique à propos de l'influence des mouvements de la mer sur son travail d'écriture. Même si je ne suis pas à ma table de travail en train d'écrire, les figures mouvantes des mouvements de la mer ne cessent de me hanter. C'est en moi comme les mouvements ressassés, prévisibles, sans cesse imprévus de l'eau profonde, qui enlace, qui gifle, qui submerge, qui met à nu, puis qui caresse doucement les roches de granit rose, ruisselantes, polies par les remous frangés d'écume. Alors, et ce sera ma conclusion,
soyons fiers de lire ces livres, soyons fiers de les aimer, soyons fiers d'en comprendre le langage qui est parfois effectivement réservé à des chapelles, à des initiés, aux marins. Soyons heureux d'en être parfois les auteurs ou aussi parfois les acteurs. Soyons heureux qu'ils existent et d'en pouvoir tourner les pages, parfois assis sur un rocher à la Victor Hugo, ou mieux encore sur la banette d'un navire qui trace sa route sous les étoiles. Et honorons-les, ces livres, et leurs auteurs, ce que nous allons faire à présent. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait voyager, et le silence qui vous a écouté, si vous me permettez cette formule, en est le meilleur révélateur. Alors, nous allons maintenant passer à la séance proprement dite de remise des prix. Je vais appeler Philippe Audrey. Philippe Audrey, qui est président de la commission des prix littéraires. Merci, Monsieur le Président. Je ne pensais pas que vous alliez me demander aussi rapidement de me présenter devant vous. Alors, le Grand Prix, donné un ouvrage absolument remarquable, c'est Edmond Paris et l'art naval. Des pirogues cuirassées. C'est un ouvrage qui a été rédigé par Madame Géraldine Baron. Et c'est un travail fondamental, qui est vraiment la somme, en somme, de l'histoire de l'amiral Paris que nous connaissons tous. Madame Baron n'a pas pu venir, c'est les circonstances. Si, bon, alors je vais lui demander de venir ici. Et le président de la séance va lui remettre le prix. Sur ma liste, vous n'étiez pas indiqué présente. C'est pour vous. Vous avez la médaille. Merci. Merci, ne bougez pas. Quelques mots peut-être sur votre ouvrage. Voulez-vous nous le présenter très rapidement? 2 minutes. 2 minutes, chrono. Alors, volontiers. Je m'approche du micro. Alors, c'est difficile de résumer en 2 minutes tant d'années de travail et un personnage aussi prolixe que l'amiral Paris. Et comme vous le disiez fort justement, des écrivains maritimes, assez monomaniaque, il faut le dire, qui a quand même consacré 70 ans de sa vie à l'étude du navire et de la navigation. Donc j'ai essayé dans cet ouvrage d'en résumer certains aspects qui étaient encore méconnus, puisque l'essentiel de la carrière, et notamment son travail sur la construction navale extra-européenne ou sa présence au musée de marine, ont été bien défrichés par le musée et par Éric Ritt. J'ai donc souhaité me concentrer plutôt sur son œuvre technique, voire technologique, d'étude de la technique de navigation, en particulier au moment où la marine passait à la vapeur, et donc faisait sa révolution en redécouvrant ce que c'était que de naviguer en mer avec un appareil aussi différent de ce que les marins avaient l'habitude d'employer avec la voile et le bois. Voilà. Merci. Je vous remercie pour Et votre que livre vous me faites. vient aussi à point parce que le nouveau musée de la Marine sera inauguré, je crois, dans 2 ans. Et donc, c'est vraiment Paris est le fondateur, en fait, du musée de la Marine, dans la mesure où il a développé le musée naval qui était au Louvre et donc après, avant d'être transféré donc, à Chaillot. Tout à fait. Il a considérablement enrichi, sinon Oui, c'est pas le créateur. avec notamment cette étude de tous les types de bâtiments donc, de mer existants dans le monde, qui est tout à fait extraordinaire.
Tout à fait. C'était un Merci. honneur de travailler sur ça. Merci beaucoup. Bon, alors, par ailleurs, nous avons un prix, à côté du Grand Prix, nous avons un prix Beau Livre. Nous avons attribué ce prix à l'ouvrage Le Tour du monde en 80 phares de M. Guéguénaud, M. Vincent Guéguénaud. Et le prix sera remis. Est-ce que M. Guéguénaud est dans la salle? Parce qu'il l'a annoncé sur son papier qu'il serait légèrement en retard. Bon, vous allez recevoir. Alors, c'est M. Geisdorfer qui va vous présenter ce livre. Voici. Vous pourriez peut-être venir ici, on vous entendra mieux. Merci pour lui. Il m'est agréable de présenter et de remettre ce prix sur les phares à Guy Guéguénaud, qui est un polytechnicien qui a bien tourné, puisqu'il est parti s'occuper du patrimoine et il est actuellement conservateur en chef du patrimoine. Il a travaillé au musée de la Marine. Et dans cette tournée des phares, il nous présente les phares à travers le monde. Il en a choisi 80. Il n'a pas forcément choisi tous les phares d'Ouessant au pied desquels j'ai été en partie élevé, mais il y en a quelques-uns tout de même. Et non seulement il parle des phares, mais il parle de leur environnement, de leur rôle. Et c'est vraiment un ouvrage d'une grande richesse et aussi d'une grande beauté parce qu'il est illustré par ses soins. Et vraiment, il mérite tout à fait la reconnaissance que lui attribue aujourd'hui notre Académie. Donc je regrette que Vincent Guéguénaud ne soit pas là. La dernière fois, je lui avais téléphoné. Il m'a dit « Je suis en haut du phare du Créache ». J'espère qu'il en est descendu. Je profite pour vous remercier de la part de Vincent Guéguénaud, que je vais retrouver juste après cette cérémonie. Nous avions voulu avec lui donner à ce livre, donner dans ce livre un panorama des phares qui ne soient pas que les plus beaux et les plus impressionnants. Et c'était une manière de donner un autre regard sur ce patrimoine de nos côtes et des côtes mondiales. Donc voilà, votre Académie l'honore et m'honore un petit peu par la même occasion, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, nous avons également, toujours dans des prix un peu spécialisés, le prix Album. Alors, le prix Album est attribué cette année à M. Pierre-François Bonneau, qui est peut-être absent. Oui, je vois que sur ma liste, il n'a pas été. Oui, vous lui remettez aussi. Bon, alors, le prix Album, je donne quelques mots sur ce prix Album. Ici, c'est un voyage dans les terres australes, à bord du Marion Dufresne. C'est un travail à la fois d'un journaliste, mais aussi c'est superbement illustré. Vous avez des photos, dont certaines ont été faites par les appareils de la Marine nationale. Et c'est une étude, c'est très, très accessible. Hein. C'est à la fois d'une très grande, enfin, une technique qui est tout parfaitement maîtrisée, et puis c'est plein d'intérêts. Il y a une petite étude historique pour expliquer l'intérêt des terres australes, etc. Alors, vraiment, c'est très beau et très lisible, très sur un sujet un peu spécialisé. C'est vraiment tout à fait intéressant. Alors, si vous voulez dire quelques mots, mais... Je voudrais juste dire un petit mot, car en fait, Pierre-François Bonneau est décédé à la fin de l'année dernière. Bon. Donc, je remettrai à sa veuve cette récompense. Bon, merci. Merci. Le quatrième de ces prix spécialisés, le prix bande dessinée. Le prix bande dessinée est attribué à l'ouvrage, à la collection plutôt, Le Grand Fleuve, une collection préparée par 3 auteurs, messieurs Allery, Hêtre et madame Charance. C'est 5 ouvrages. Le Grand Fleuve, c'est la navigation fluviale. Hein. Et c'est un tableau de la navigation fluviale avec une qualité de dessin exceptionnelle.
Et alors, nous avons voulu récompenser à la fois la qualité du dessin, la précision, l'information, n'est-ce pas, qui est vraiment très satisfaisant, l'intérêt de ces ouvrages. Nous suivons déjà depuis quelques années cette collection et nous voulions, lorsqu'elle serait terminée, la récompenser. C'est ce que nous avons fait. Alors, Monsieur Hêtre est absent. Nous lui remettrons donc la médaille qui lui est... Pardon ? Ah, pardon. Ah, bah écoutez, vous m'avez... Décidément, j'ai une liste qui n'est pas du tout au point. Et donc, alors, je vous en prie. Oui, vous la prenez. Vous la prenez pour le moment. Oui, alors, parlez d'abord. Jocelyne Charence, Jean-Luc Yêtre, respectivement coloriste et dessinateur, et moi-même le scénariste de la série, s'associent et présentent leurs remerciements respectueux au jury à l'Académie de Marine pour la distinction, le prix bande dessinée 2020, que vous nous décernez aujourd'hui pour les 5 tomes de notre série Le Grand Fleuve. Je souhaite personnellement y associer Paul Beauté, Pierre Paquet, nos éditeurs, ainsi que Claude Gendreau et feu Philippe Bandoren. À travers cette modeste histoire d'un marinier inscrit maritime qui a connu certainement victoire et défaite, combat naval et ponton anglais, vous saluez tous les hommes des rives de nos côtes, je pense à ceux de Montport, Saint-Gilles-Croix-de-Vie-en-Vendée, qui ont contribué de force puis de gré à la gloire de la marine royale, républicaine et nationale. Quant au grand fleuve, la Loire, compte tenu de son caractère impétueux et imprévisible, on comprend mieux quelles que furent les ambitions pour le dompter et les efforts de nos héros de fiction, qu'il soit resté quasi sauvage, comme à ses origines, vénéré et craint, tout au long de son cours, tel un dieu alangui. Et comme disent marins et mariniers, seigneurs sur l'eau, nous sommes. Merci. Eh bien, nous avons prévu, oui, 3 médailles. Je peux vous aider à oui. Bon, vous descendez ensemble. Alors, je passe maintenant aux médailles qui sont attribuées. Nous avons 4 médailles. Je les énumère dans l'ordre alphabétique des auteurs. Alors, vous avez d'abord le livre de l'amiral François Dupont, commandant de sous-marin. Je suppose que l'amiral Dupont est là. Voulez-vous, amiral, venir, s'il vous plaît, au bureau? Et la médaille vous sera remise par le vice-président, M. Bovis. Bien, je suis très honoré, très ému de ce prix remis par l'Académie de Marine, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, puisque cette académie est pleine de gens qui savent, qui sont des sachants, et pas forcément des gens qui commentent. Et on manque beaucoup de sachants, je trouve, aujourd'hui, dans notre univers. Le deuxième point, c'est que j'ai simplement raconté un récit très, très simple, au fond, de ce que c'est une patrouille de 70 jours. Il y a dans la salle Jean-Marie Van Duffel qui a vécu ça aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a des choses qui sont secrètes et qu'on ne dit pas, et beaucoup de choses qu'on peut dire. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que ce livre a été aussi très bien accueilli par la génération de mes enfants et neveux qui ont 40 ans et qui ont très bien compris ce que je voulais faire passer comme message, en particulier dans tout ce qui était ce qu'on appelle aujourd'hui management et commandement. Voilà, le troisième point, c'est que j'ai 2 clins d'œil. Un clin d'œil pour le président d'honneur, puisque c'est aussi un hommage à Cherbourg. Et un autre clin d'œil pour le président de l'Académie de Marine, puisqu'il y a plus de, je ne sais pas combien de temps, nous étions ensemble sur la Jeanne d'Arc. Voilà, merci à tous. Amiral, mon cher François, je suis très heureux aujourd'hui de te remettre cette médaille fort méritée. Il y a une trentaine d'années, nous ouvrions ensemble à la réalisation de ces monstres froids d'acier technologique que sont les SNLE de type Le Triomphant.
Mais bien évidemment, ces sommets d'ingénierie ne sont rien sans leur équipage qui les met en avant. Cet équipage qui est formé d'hommes et aujourd'hui de femmes avec toute leur humanité, leurs rêves, leurs espoirs, mais aussi leurs peines, parfois leurs inquiétudes. Mais ce n'est pas que ça, un équipage. Un équipage, c'est un être en lui-même qui est fait de solidarité, qui est fait de sens du devoir et qui est fait d'engagement. Et tu nous décris tout ça, leur vie quotidienne pendant une longue patrouille, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humanité et bien évidemment beaucoup de compétences. Ça va sans dire. Donc, bravo pour ce livre. Merci de nous l'avoir proposé et je te remets à la fois un petit diplôme et la médaille, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Là, une seconde médaille est attribuée à l'ouvrage Atlas des fortunes de mer de M. Hofstein et Mme Döring. C'est un petit ouvrage d'une 60aine de pages qui décrit des naufrages. Il y a 31 notices et 31 notices de chacune de 2 à 6 pages. Ça, avec un tableau, toutes les mers du monde sont représentées, toutes les époques sont représentées, toutes les situations de naufrage sont représentées. En exemple, l'ouvrage est accompagné de cartes de localisation remarquablement précises. C'est un petit ouvrage finalement assez bref, mais où chaque mot porte. C'est absolument passionnant. Alors, vraiment, nous avons retenu cet ouvrage. Et je crois que M. Hofstein n'a pas pu venir, mais peut-être Mme Döring est-elle présente? Non. Eh bien, écoutez, nous lui remettrons donc cette médaille. La troisième médaille, c'est pour l'ouvrage Errance de M. Olivier Renaud, qui est publié par les éditions Paulsen. Et Monsieur Renaud est présent, je vois, et la médaille lui sera remise par Madame l'Italien, présidente de la section Histoire, Lettres et Arts. Errance, c'est le titre d'un récit qui rapporte l'expédition du navigateur Vitus Bering entre 1725 et 1730, une expédition commandée par Pierre Ier de Russie et ensuite par l'impératrice Catherine. Errance, on est un peu étonné de ce titre pour un ouvrage de récit d'exploration, de récit historique, mais effectivement, dans sa recherche du passage du Nord-Est, Bering ne le trouve pas. Alors, et son espoir se heurte au gouverneur de région, aux problèmes techniques et aux problèmes aussi liés à l'équipage. Et c'est tout ça que nous rapporte le livre d'Olivier Renaud. Alors, ce roman, c'est intitulé roman, ce roman n'a que l'apparence de la fiction. Il devient un épisode important de l'histoire des sciences et techniques, et aussi de la politique, de l'activité sociale et administrative des territoires traversés. C'est un ouvrage d'une grande qualité historique et littéraire et qui mérite largement cette médaille. Merci Madame pour ces aimables propos. Bon, je vais décevoir l'assistance. Je ne suis pas Olivier Renaud. Je suis le capitaine de frégate honoraire Jean-Paul Billot. Je suis président du comité de lecture de la CORAM, l'Association des officiers de réserve de la Marine nationale, et je suis président de son prix littéraire, le prix Marine Bravo Zulu. Olivier Renaud, dont j'ai fait la connaissance en décembre 2019, m'a demandé de le représenter ici
pour exprimer toute sa reconnaissance à l'Académie de Marine pour cette distinction prestigieuse qui fait de son ouvrage un multirécidiviste des prix littéraires maritimes. Vous venez d'en faire, Madame, l'éloge, et j'ai peu de choses à ajouter à ces propos, sinon que ce livre est à la fois un précis de géographie qui permet d'apprendre où se trouvent Tobolsk, Yenisseïsk, Yakutsk, Okhotsk et d'autres lieux dont la localisation n'est pas toujours évidente. C'est aussi un roman, celui des aventures sans nombre qu'affronta Vitus Bering lors de ses voyages titanesques qui l'emmenèrent jusqu'au Kamtchatka et aux accords de l'Alaska. Parmi ces aventures, on peut compter ses relations avec quelques scientifiques de fort caractère, dont la supériorité était assise sur les montagnes de livres dont il se faisait accompagner. Et c'est enfin le portrait psychologique d'un homme qui avait un fier sens du devoir et qui savait commander car il aimait à obéir. Il aurait donc fait un excellent officier de réserve de la Marine nationale. D'autant plus que, comme le dit Olivier Remeau, il avait peu de goût pour les Russes qui servent à accéder au pouvoir. Il voulait simplement porter toutes ses voiles à la manière d'un navire qui fait route au grand largue, sous une brise constante, et être considéré à la hauteur de ses mérites. C'est une belle épitaphe en somme que l'on verrait bien figurer sur sa tombe, là-bas, dans la baie du Commandeur, à l'extrémité des îles Aléoutiennes. Merci, commandant. Vous transmettrez ainsi Nous sommes appelés à nous revoir dans une quinzaine de minutes. Merci. Alors, nous avons une quatrième médaille qui est attribuée à l'ouvrage rédigé par M. Verdet, Pierre Bouvet, le vainqueur du combat du Grand Port, seule victoire navale sous la Révolution et l'Empire, 20-24 août 1810. Madame Verdet représente M. Verdet. Si vous voulez, Madame, venir ici. Je suis très émue de recevoir ce prix pour mon mari. Je remercie beaucoup l'Académie de Marine. Mon mari a été passionné par la vie de son ancêtre. Il a lui-même été baigné dans l'amour de la marine, puisque son père était officier de marine. Et son père lui avait transmis un coffre en fer qui était propice à être sur un bateau. Et ce coffre contenait des carnets de bord de l'amiral Bouvet, ses mémoires, ses innombrables lettres écrites aux ministres de la marine différentes, écrites à l'empereur. Moi qui suis civile, je suis étonnée de cette liberté d'un marin, fût-il valeureux, à écrire directement à l'empereur. Il a sillonné les mers de Chine, l'océan Indien, les côtes de l'Afrique. Mais ce qui l'a rendu le plus célèbre, et mon mari a voulu là un petit peu lui rendre justice, parce que mon mari trouvait que c'était lui qui aurait dû figurer à l'Arc de Triomphe pour le combat du Grand Port. Or, c'est un autre nom qui y figure. Voilà, donc c'est un livre de témoignage sur un marin valeureux, à un tempérament fort et passionnant, et un peu une défense pour remettre à l'honneur une victoire qui lui a échappé. Et mon mari est décédé avant de pouvoir... mon mari est mort il y a 7 ans, et j'ai pris la relève pour que ce livre soit édité. Oui, madame, oui, je voulais juste dire que votre ouvrage a retenu non seulement l'intérêt de l'Académie, mais de tous ceux qui l'ont lu, par la vérité de ce qui y est dit, par la description très vivante de tout ce qui était les opérations navales en océan Indien entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. L'amiral Bouvet, effectivement, a conduit des opérations remarquables qui l'ont amené jusqu'au combat de Grand Port, au sud de l'actuelle île Maurice. Et donc, cet ouvrage, cette description des opérations navales en océan Indien est tout à fait remarquable. Et c'est une biographie qui manquait et pour laquelle l'Académie de Marine est très heureuse de vous remercier. Merci. Alors, nous avons également 5 mentions, toujours dans l'ordre alphabétique.
Et la première mention, nous avons attribué la première mention à l'ouvrage de M. Bill François, Éloquence de la sardine, incroyable histoire du monde sous-marin. Je crois que M. François est ici, dans la salle, et l'ouvrage va vous être présenté par M. Geisdorfer, le rapporteur général de la Commission des prix. Je crois que M. François n'est pas venu, non? Il avait annoncé sa venue, mais il n'est pas là. Bon, on peut peut-être faire un tableau. Ce livre n'est pas un livre de biologie marine, ce n'est pas un livre scientifique, ce n'est pas un livre d'humour, ce n'est pas un roman, c'est l'ensemble de tout cela dans un seul livre. L'auteur a rencontré une sardine sur une plage. Et les sardines, c'est vulnérable, il y a beaucoup de prédateurs. Donc la sardine lui a raconté sa vie et tous les animaux marins qu'il a rencontrés dans sa vie. Le homard discret, le poulpe malin, les cachalots, etc. Et elle lui a raconté tout ça sur la plage à cet auteur. Et elle voulait le faire avant de mourir. Et lui nous les raconte à son tour avec un style remarquable, avec un humour indiscutable et avec une rigueur scientifique que le géographe que je suis doit saluer. C'est vraiment un plaisir, c'est un livre des merveilles de la mer. C'est tout de même une présentation de la biologie marine absolument remarquable et prenante. Quand on commence à fréquenter les homards, les coquillages qui parlent, on ne quitte plus jusqu'à la fin du livre. Et je pense que, je regrette que l'auteur ne soit pas là, mais qu'il mérite bien cette récompense. Merci. Alors, une seconde mention pour l'ouvrage Les Mousses, le destin d'apprenti marin de M. Michel Giard. Je crois que M. Michel Giard est absent, mais il est représenté par M. Lebrun. Voulez-vous nous présenter cet ouvrage ? J'aurais un peu de mal à le présenter parce que, quand Michel l'a écrit, ça fait quelques années déjà, on était très proches. Là, actuellement, il est hospitalisé pour une opération un peu sérieuse, ce qui fait que je le remplace un peu brutalement et j'en suis assez ému. Ce que je sais, c'est que Michel est un garçon qui, lorsqu'il s'intéresse à un sujet, va jusqu'au fond des choses. Et sur les mousses, il a fait très fort, je crois. À l'époque, il m'a beaucoup consulté sur des pistes de recherche. Il allait 10 fois plus loin et donc je suis très heureux, et lui encore plus, de le voir récompensé aujourd'hui. Je vous remercie de sa part. Merci. Et l'amiral Van Nuffel, qui a rapporté sur cet ouvrage, va vous en dire quelques mots. Je vous écoute. Cher monsieur, je vous remercie de représenter monsieur Giard. Moi-même, je représente celui qui a fait la recension. Et ça n'est pas rien, puisque c'est un ancien président de l'Académie de Marine. Avec ça. Votre ouvrage, votre ouvrage commun, puisque vous le représentez, son ouvrage met en exergue quelque chose qui a été déjà évoqué par le président de la séance, par le président de l'Académie de Marine, et qui est au cœur de tous les marins qui ont eu la moindre responsabilité, soit sur un bateau, soit dans la vie de la marine. L'équipage, les hommes, et aujourd'hui les femmes. Mais les hommes au sens Mensch de l'allemand. C'est donc un mérite exceptionnel. Je fais partie d'une promotion célèbre de l'école navale, et dans cette promotion, nous avons un membre de l'Académie de Marine qui a été mousse et qui a fini amiral, ce qui est le plus exceptionnel. Ce livre est extrêmement vivant, mais il ne cible pas seulement la jeunesse et le futur des équipages de la marine de guerre. Il parle de tous les marins, et en particulier des marins de la pêche, métier ô combien difficile.
Je pense que la recension de l'ex-président de l'Académie de Marine était parfaitement justifiée et que l'attribution d'une mention à ce livre l'est également. Je vous prie de transmettre à M. Gillard nos félicitations. Je le fais séance tenante. Je vous remercie. Une troisième mention à l'ouvrage À la dérive, seul dans le Pacifique, de Mesdames Audram et McGeshant. Je ne sais pas si elles sont... Non, elles sont absentes. Alors, c'est un ouvrage d'errance de navire, si vous voulez, dans le Pacifique. Ces navigatrices se trouvent dans une situation où elles ne maîtrisent plus leur embarcation à la suite de la rupture du mât. Et c'est un huis clos, si vous voulez. Elles vivent là pendant plusieurs semaines dans une situation difficile. Et c'est à la fois un ouvrage, un récit passionnant, et en même temps un ouvrage, je dirais, médical presque, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voit l'évolution des mentalités dans cette situation. Nous avons trouvé, les médecins de l'Académie ont trouvé que cette description était très fidèle, très évocatrice, et donc nous avons décidé de la retenir pour une mention. Et donc on lui remettra, il n'y a pas de représentant, donc nous lui remettrons cette médaille. Alors, une quatrième mention, c'est L'étoile au soleil de minuit, de Brest au cercle polaire, le récit d'une peintre embarquée, c'est Madame Anne Smith, et qui s'est publié par les éditions Ouest France. Alors, j'ai demandé à Madame, une de nos peintres de la marine, de venir présenter cet ouvrage. C'est elle qui a fait d'ailleurs, qui a appuyé pour que cet ouvrage soit récompensé. Alors, je suis très impressionnée d'être parmi vous et de pouvoir parler du livre de mon amie Anne Smith, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup impressionnée. Elle a eu le toupet d'embarquer un jour à Brest sous une tempête épouvantable. Elle est partie jusqu'aux îles Féroé, jusqu'en Islande, puis Groenland, puis revenue à Brest dans des conditions impossibles. J'ai dévoré son livre, je l'ai vraiment lu avec beaucoup d'admiration et j'ai admiré son talent. Et je suis très heureuse pour elle qu'elle ait ce prix, c'est très mérité, bien sûr. Et lorsqu'elle est partie, elle m'a dit « je veux vivre la vie de marin ». Et lorsqu'elle est revenue, elle nous a dit à tous « merci, j'ai été servie ». Voilà. Eh bien, vous lui remettrez ce diplôme. Vous la féliciterez. Enfin, une médaille également à l'ouvrage de M. Jean-Charles Stasy. Une mention à l'ouvrage de M. Jean-Charles Stasy, Les marins français du jour J, FNFL, Normandie 44. Alors, M. Geisdorfer, qui a rapporté cet ouvrage et qui l'a défendu, va vous en donner les qualités. Les forces navales françaises libres sont assez méconnues et je tiens à préciser que s'il y avait des bâtiments de combat, il y avait aussi des marins de commerce qui ont participé au convoi et auxquels notre Académie, par l'intermédiaire d'un hommage, a rendu ce matin leur présence réelle. Ce livre, pour moi, était quelque chose d'assez sensible, puisque les forces navales françaises libres ont été créées par l'amiral Muselier, qui est créateur de la Croix de Lorraine. Et toute ma jeunesse, j'ai vu chez moi le chef d'état-major de l'amiral Muselier, qui était un ami de mon père, un ami de guerre, et le capitaine de vaisseau Louis Héron de Villefosse. Et dans ce livre sur les FNFL, on voit les combats glorieux qu'ont menés cette petite marine
avec les corvettes qui ont combattu dans les convois de l'Atlantique aux côtés des Britanniques. Et on voit aussi le commando Kieffer, on voit aussi le cuirassé Courbet qui a été sabordé à l'entrée des plages du débarquement. On voit que cette petite marine est une grande marine par ses faits d'armes, et c'est très bien que cet auteur ait rendu hommage à travers ce livre à leur glorieuse histoire. Malheureusement, il n'est pas là, Philippe. Oui. Et l'Académie se débrouillera pour le joindre. Merci. Alors, nous avons également, nous avons eu quelques hésitations et nous avons voulu signaler 4 ouvrages qui nous semblaient mériter, sans aller jusqu'à une distinction particulière, qui méritaient, nous semble-t-il, d'être portés sur les listes. Alors, je vais uniquement vous donner les titres. Le premier, c'est l'ouvrage Commando marine, au cœur des tempêtes, qui est publié aux éditions du Rocher. Vous trouverez un compte-rendu dans le petit livret qui vous est donné. Un second, c'est le musée des animaux et monstres marins dans la littérature. C'est très plaisant, n'est-ce pas? Et alors c'est M. Jean-Luc Coudray et M. Philippe Coudray. Le troisième que nous avons remarqué, c'est l'ouvrage de M. Jeff Falmore, Au temps héroïque de la marine à voile. C'est la vie quotidienne, n'est-ce pas, durant la marine à voile. Et le quatrième ouvrage, c'est Le monde selon Guirec et Monique, un marin, une poule. Non, c'est vraiment un animal. Une poule, mais qui caquette. Et un incroyable voyage de M. Guirec-Soudé, qui est publié par les éditions Flammarion, et qui est très amusant. C'est un ouvrage tout à fait plein d'humour. Voilà donc les 4 ouvrages que nous avons voulu retenir et signaler aux lecteurs éventuels. Et vous trouverez donc un résumé de ces ouvrages dans la plaquette qui vous a été donnée. Nous allons passer maintenant au prix de fondation, et je vais laisser la place à M. Schindler qui va vous présenter ses prix. Qu'est-ce que là, oui. Attends, tu me donnes. C'est le numéro 6. Oui, attends, oui, numéro 6. Bon, il y a une petite difficulté. Il paraît qu'il y a un ouvrage qui vient de nous arriver. On a été averti que l'un des auteurs, Atlas et Fortune de mer, numéro 6, est présent maintenant dans la salle. Donc, on va pouvoir lui remettre son... Voilà, on peut lui remettre. Mesdames, si vous voulez adresser quelques mots au public. Je suis l'éditrice du livre. Cyril Hofstein, l'auteur, n'étant pas disponible aujourd'hui, je vais donc parler à sa place, si vous m'accordez cet honneur. Comme je suis éditrice, je vais vous faire une petite citation, celle de Victor Hugo. « Il y a plus de choses naufragées au fond d'une âme qu'au fond de la mer. » Cyril Hofstein est le seul à avoir fait mentir Victor Hugo grâce à cet atlas, l'Atlas des fortunes de mer, qui relate une série d'incidents, de tragédies, de monstruosités, les tableaux de Catherine, impératrice de Russie, qui sont toujours au fond de la Baltique, le trésor du capitaine Kidd, enfin tous les grands mythes de la marine sont ici relatés très sérieusement, de façon très documentée. Et c'est un ouvrage grand public qui a trouvé son public et qui se vend d'ailleurs dans le monde entier, puisqu'une version anglo-saxonne va être éditée bientôt, l'année prochaine. Les Italiens ont acheté aussi. Et je crois qu'on a les Espagnols, je ne sais plus. Enfin bon, un grand succès pour ce livre qui prouve que la mer
peut-être un lieu grand public qui intéresse les jeunes, les moins jeunes et surtout pas forcément les marins. Voilà. J'ai à côté de moi Karine Dering, qui est l'illustratrice de cet atlas. Nous avons une série d'atlas. Elle les illustre pour la plupart avec grand talent et c'est pour nous un grand bonheur. Voilà. Merci. Merci, madame. Oui, j'ai rapporté, je vais vous faire une confidence, j'ai rapporté sur cet ouvrage et j'ai dit à mes confrères tout de suite, mais ça, il faut absolument distinguer cet ouvrage. C'est vraiment, et effectivement, tous ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était vraiment très plaisant, très bien. Merci. Et plus de filles sur les mers aussi. Hein. Vous le remettrez aux auteurs. Donc oui, on remettra si merci. Merci. Bon, nous allons passer à, maintenant au prix de fondation. Alors, le premier des prix de fondation est le prix Mandelet-Bindal, personnalité maritime de l'année. Le prix a été attribué à M. Jacques Boudet, président de Géogaz Maritime, que je prie de bien vouloir monter à la tribune. Et ce prix va lui être remis par M. Francis Baudu, président nouvellement élu de la section marine marchande pêche et plaisance. Oui, ce que nous récompensons aujourd'hui, c'est une aventure fabuleuse qui a commencé dans les années 60, la décennie où c'était la fin du procédé Fischer-Tropsch, la fin de la carbochimie, est apparue la pétrochimie et le paysage marin a changé. Des nouveaux types de navires sont apparus, dont les navires de gaz. Et René Boudet, le père de Jacques, a lancé une aventure phénoménale. Il s'est entouré de grands anciens de notre maison, qui sont Gilbert Massac, Jean Allôme, Gilbert Fournier, qui ont travaillé sur les systèmes de confinement du gaz naturel liquéfié et qui en ont fait qui est devenu aujourd'hui la première technologie au monde, bien que maintenant séparée de l'édifice de Géogaz. Le Géogaz est la suite de Gaz-Océan, démarré dans les années 80. Et Jacques en a fait a agi dans la continuité. Il en a fait le plus gros armateur négociant de la planète en GPL. Et le fait générateur, pourquoi nous, on a donné ce prix cette année précisément, alors qu'on aurait pu le faire avant, c'est parce qu'en fait, il est revenu au GNL. Il est revenu au GNL et c'est ça, l'obstination, c'était ça qui avait causé tous les malheurs de Gaz-Océan, qui a aussi causé la naissance de Géogaz. Mais il est revenu au GNL, il a fait des innovations technologiques, il est un des premiers, sinon le premier, à avoir conçu des navires qui vont être propulsés au GPL, comme les méthaniers, propulsés par leur cargaison. Donc voilà, Jacques, bravo. Et merci beaucoup, Francis. Je voudrais dire à quel point je suis très honoré par ce prix, pour beaucoup de raisons, des raisons familiales. D'abord, mon père était officier de marine et m'avait souvent parlé de l'Académie de marine, où il était venu faire quelques conférences, me semble-t-il. Je crois aussi que dans le domaine du gaz, la France a une place très importante. Et d'une manière plus générale, tout ce qui est fait pour développer la connaissance des choses maritimes en France est important, tant ce pays a énormément de talents sur le plan maritime, que ce soit des architectes navals, des navigateurs, des explorateurs. Et nous sommes dans un pays, malgré tout, qui en a très très peu conscience. Et voilà. Et je voulais vous signaler aussi que l'un des derniers navires que nous avons en construction sera appelé, on appelle souvent nos navires du nom de navigateurs, d'explorateurs, et nous allons appeler ce navire le Jean Raspail, qui n'est pas vraiment un navigateur, mais qui était un explorateur cérébral. Voilà. Merci infiniment.
Merci. Le second des prix de fondation est le prix Navigation et Sciences associées de l'océan André Giret. Ce prix a été attribué à M. Yves Dandonneau, directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Le lauréat est absent et si mes informations sont bonnes, mais je vais demander à M. Patrick Gérardhofer de venir nous présenter les raisons d'attribution de ce prix. Je regrette l'absence de Yves ici. Yves est un océanographe qui a commencé ses études comme ingénieur à Grenoble, mais il a bien tourné, il a abandonné l'herbe pour se consacrer aux herbes marines, aux phytoplancton, dont on a parlé tout à l'heure, ces algues minuscules. Et non seulement c'est un océanographe biologiste, mais c'est aussi un océanographe physicien, un océanographe chimiste, c'est-à-dire qu'il fait la synthèse des trois disciplines en une seule. C'est assez rare. Bon, il n'a pas fait de l'océanographie géologique, on ne peut pas tout lui demander. Et Yves a fait sa carrière, étant à l'ORSTOM, maintenant l'IRD, essentiellement outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie. Nos navires océanographiques sont très bien équipés, mais restent sur une zone de travail à un temps donné, et puis après, ils s'absentent, ils reviennent éventuellement. Au manque de continuité, Yves a eu l'idée d'équiper les navires de commerce, cette idée était déjà venue à des Anglais autrefois, d'appareils pour récolter du plancton. Et au fur et à mesure de leur trajet, et ces navires de commerce font toujours les mêmes trajets, notamment il s'agit de navires de commerce qui étaient dans le Pacifique, peu à peu il a acquis une quantité impressionnante de données qu'il a traitées et qui lui ont permis d'expliquer les floraisons de plancton, ce qu'on appelle le bloom, et où, en français, le terme est peu utilisé, les floraisons printanières, mais elles sont aussi à l'automne. Et à partir de là, d'aller vers la production secondaire, le plancton animal, puis l'introduction en fin de chaîne alimentaire. Donc ce travail d'Yves Dandonneau, qu'il a poursuivi pendant des années, et je ne parle que d'une partie de son travail, est quelque chose d'impressionnant et d'original, qui a beaucoup enrichi notre connaissance, non seulement sur le plancton, mais aussi, évidemment, puisque c'était fait dans le Pacifique, sur la biologie du plancton dans le Pacifique. Yves Dandonneau n'a pas cessé de travailler, mais après sa retraite, il est actuellement le président d'un club qu'on appelle le Club des Argonautes, où plusieurs d'entre nous sont membres, qui continue à travailler sur les problèmes de l'océanographie, notamment sur les conséquences du changement climatique, sur les océans et sur les êtres qui y vivent. C'est quelqu'un de très, très efficace, de très brillant. C'est un de ceux, je dois le dire au passage aussi, qui a fait quelques conférences, notamment dans notre compagnie, pour aussi dénoncer certaines combattes médiatiques. Par exemple, il a dénoncé le 7e continent de plastique et autres. Yves n'a jamais cessé d'être un océanographe actif. Il a bien mérité ce prix. Je regrette qu'il ne soit pas aujourd'hui parmi nous. Merci Patrick. Le secrétariat de l'Académie verront avec l'intéressé comment lui remettre. Le troisième prix est le prix Patrimoine et Histoire Henri et André-Jacques Vauvard. Et ce prix a été attribué à M. Jean-Michel Roche, auteur de Commandant, État-major et activités des bâtiments de la Marine française. Le lauréat est absent, mais il est représenté par le capitaine de frégate Jean-Paul Billaud, à qui je demande de bien vouloir revenir à la tribune. Et le prix va être remis par le professeur Philippe Audrey. Monsieur Roche a fait un travail considérable et
vous allez avoir un aperçu, je pense, dans votre exposé. C'est donc un retraité de la Sanofi de marine, et il a fait un travail qui fait l'admiration de tous les historiens. Voulez-vous nous en dire quelques mots? Oui, je vais vous en dire quelques mots, très volontiers. Bon. Donc, le capitaine de frégate Jean-Michel Roche est à l'heure actuelle à la mer, en Atlantique, à bord de la frégate Latouche-Tréville, en tant que président de la commission d'essai après son dernier arrêt technique majeur, qui sera vraisemblablement d'ailleurs son dernier arrêt technique sous pavillon français. Il m'a donc demandé de le représenter aujourd'hui, car il tient à exprimer sa gratitude à l'Académie de marine, à son président et aux membres du jury pour avoir porté attention à son ouvrage. Il remercie également les conservateurs des archives nationales responsables du Fonds Marine au département du Moyen-Âge et Ancien Régime, Anne Perrotin-Dumont, puis Brigitte Schmauch pour leur soutien précieux, ce qui s'applique également à de nombreux membres du service historique de la Défense, tant en centrale que dans les ports. En fait, son livre résulte d'une déambulation addictive et sans fin dans les archives du XVIIe siècle, entre enquête policière, travail notarial, recherche du renseignement et jeux de puzzle. On pourrait penser que le dépouillement de ces 550 000 pages d'archives n'est destiné qu'à servir de support à des recherches historiques, généalogiques ou biographiques. Mais en fait, les notices permettent une plongée profonde dans la marine du règne de Louis XIV. On y participe à 28 ans de campagne, dans une période active et glorieuse. On y fréquente, au fil des 4000 patronymes recensés, tout un univers complexe allant de marinier de rambarde à général des galères, en passant par garde de l'étendard ou enseigne des bombardiers. Certains noms, Tourville, Duquesne, sont bien connus, mais d'autres, moins illustres, mériteraient qu'on s'intéresse à eux, les frères Serpeau en particulier. Et on ne s'y ennuie pas. On y traverse combats, avaries, naufrages, disparitions mystérieuses, blessures, décès, actes de bravoure, affaires judiciaires et exécutions. Bref, ce livre d'apparence austère se lit vraiment comme un roman. Merci. Vous avez merci, Jean-Laurent. Vraiment, je crois que tous les historiens présents dans la salle approuveront mes propos en disant que c'est pour nous un ouvrage de référence fondamental. Absolument. Alors vous lui remettrez, s'il vous plaît, cette médaille, ce diplôme, et puis en souhaitant qu'il poursuive ce travail, parce qu'il a commencé donc 28 ans de la marine de guerre à la fin du XVIIe siècle, mais nous aimerions qu'il continue pour le XVIIIe siècle. Il travaille en fait à un deuxième tome qui le mènera jusqu'en 1715, mais comme il est très, très prolixe, il travaille également à un ouvrage sur les commandants des bâtiments de la marine depuis 1945. Bon. Donc il y a du grain à moudre. Bon, merci. Donc si je comprends bien, on est loin d'être au chômage technique. Le quatrième prix de fondation est le prix Génie maritime Maurice Lebrun. Il a été attribué à M. Christophe Morel, technicien CAO, conception assistée par ordinateur, au chantier de l'Atlantique, que je prie de bien vouloir monter à la tribune. Et ce prix va lui être remis par M. Jean Pépin Le Halleur, président de la section Sciences et Techniques. Apparemment, M. Morel n'est pas là. Donc, absolument, M. Pépin Le Halleur va vous expliciter les raisons du choix. Oui, ce prix récompense sur une année un chef d'entreprise et une autre année un personnel de la maîtrise qui a œuvré dans le cadre de chantier naval pour l'amélioration, la bonne production au niveau des chantiers navals. Alors nous avons choisi M. Christophe Morel des chantiers de l'Atlantique qui a fait sa carrière au bureau d'études des chantiers de l'Atlantique,
qui est un spécialiste de l'informatique, puisque maintenant tout ce qui est conception des navires se fait par des systèmes CAO, conception assistée par ordinateur. Et donc il a une position importante. Mais au-delà de ses qualités professionnelles, nous voulions saluer ses qualités personnelles, parce qu'en particulier, M. Christophe Morel est représentant du personnel au conseil d'administration des chantiers de l'Atlantique. Il est aussi syndicaliste. Vous connaissez bien l'histoire assez tourmentée des chantiers de l'Atlantique, des grèves, des hauts, des bas et autres. Maintenant, nous sommes plutôt dans le haut. Ça marche assez bien. Et donc, M. Morel a montré une qualité de réflexion et de vision à long terme, parlant au niveau du personnel, pour finalement sauver les chantiers atlantiques et pour qu'ils permettent de vivre malgré toutes les vicissitudes qu'ils ont connues récemment. Donc, en plus, c'est un homme de la mer. Il est président du SNSM du Croisic. Donc, c'est quelqu'un que nous pensons mériter ce prix tout à fait par sa qualité humaine et technique. Voilà. On lui remettra. Parfait. Nous nous mettrons en contact avec lui pour la remise de prix. Le 5e prix, reste là. Le 5e prix, c'est le prix scientifique et technique Émile Girardot. Il a été attribué à M. Karim Chapeau, directeur technique de Gaz, Transport et Technigaz, que je prie de bien vouloir venir à la tribune. Et ce prix va lui être remis par M. Jean-Pépin Le Halleur. Bien. Nous sommes très heureux de remettre ce prix à M. Karim Chapeau, parce que M. Karim Chapeau, si je ne me trompe pas, est directeur technique de GTT, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. GTT est un grand succès français dans le monde maritime. Grâce à lui, 95% des méthaniers actuellement sont équipés de membranes GTT. Et tout ça, c'est un effort technologique extrêmement important d'amélioration continue dans la qualité, dans la conception. Il faut savoir qu'il y a plusieurs conceptions possibles. Et il faut saluer ça parce qu'il y a peu d'entreprises françaises qui sont le leader absolument incontesté dans leur domaine. Et grâce à ça aussi, le monde du GNL a pu évoluer de façon fantastique grâce à ces méthaniers qui ne posent plus vraiment de problèmes difficiles en fait, tous les jours. Mais c'est grâce à ça que le GNL est maintenant un produit que l'on peut trouver absolument partout et qui est dans toutes les utilisations. Il ne faut pas oublier que 25% du gaz que vous avez en France, vient du GNL. Voilà. Donc nous félicitons M. Karim Chapeau pour ça. Merci beaucoup. Je vais me permettre quelques mots. Merci. GTT est honoré de ce prix. Oui, GTT pour moi, c'est 20 ans de ma vie, 20 ans de mes 20 premières années professionnelles. Ce sont 20 ans de GTT. Donc GTT, c'est une société technologique où on travaille sur des sujets absolument passionnants, les sujets de mouvement de liquide, d'hydrodynamique, d'impact liquide, de comportement dynamique des matériaux dans des conditions très particulières qui sont des conditions cryogéniques. Donc on est vraiment, je vais dire, dans le temple de l'ingénierie en France en étant à GTT. C'est depuis 20 ans... et j'espère que ça va continuer, une histoire absolument passionnante sur le plan professionnel avec des collaborateurs exceptionnels qui traitent des sujets très divers. Bien sûr, on a parlé des méthaniers, mais on parle aussi de navires qui viennent casser la glace sur les projets Yamal. On parle des FLNG,
réservoirs qui viennent pomper du liquide au large de l'Australie. On parle de différents types de projets, des FSRU. Voilà. Donc, et puis depuis récemment, des porte-conteneurs pour CMA-CGM. Donc voilà, le produit GNL devient un produit qui est utilisé dans de multiples applications. Ça permet de réduire les émissions de CO2 et de participer très activement à la transition énergétique. Donc GTT est un acteur très important. Et je tenais aussi à souligner et à remercier trois anciens présidents de GTT. Jacques Delem, qui aura eu, en tant que président de GTT, un rôle très très important, et avec qui m'a permis de me lancer finalement dans cette aventure. Jean Le Tallec aussi, avec qui on a participé des batailles très très compliquées, et on est sorti heureusement victorieux. Et puis Pierre-Jean, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, qui illumine GTT par sa présence, est là depuis maintenant 60 ans, qui continue à développer des brevets pour GTT, qui est pour moi un père spirituel et quelqu'un avec qui j'échange tous les mercredis et tous les jeudis sur tous les sujets épineux sur lesquels je suis confronté. Voilà. Donc merci encore pour ce prix. GTT est vraiment honoré et ça nous motive d'autant plus pour aller de l'avant. Le prix suivant est le prix Conception et exploitation des navires Henri Kumerman. Ce prix a été attribué cette année à M. Erwan Jacquin de CMA-CGM, à qui je demande de bien vouloir venir à la tribune, et il va lui être remis encore une fois par Jean-Pépin Le Haller. Bien. Le prix Kumerman, donc conception, exploitation d'un navire, est parfaitement adapté à l'aventure de CMA-CGM avec l'aventure que nous vivons actuellement sur tous ces énormes porte-containers fonctionnant au GNL qui sont au top, je dirais, de la technologie et qui fait que CMA-CGM est leader dans ce domaine. Et tout ceci sous l'impulsion de son directeur technique de l'innovation, recherche et développement R&D, oui. R&D, son directeur R&D, qui a beaucoup de pain sur la planche, comme vous pouvez imaginer, parce que ce sont absolument des navires extrêmement performants, extrêmement modernes, dans lequel tout l'aspect maritime, technologique, de conduite, de qualité, de fiabilité et maintenant de performance plus propre grâce au GNL et qui est donc salué ici. Et nous sommes très heureux que l'Académie de Marine puisse donner ce prix à M. Erwan Jacquin, qui a cette lourde tâche au sein de CMA-CGM. Merci beaucoup. Rapidement, pour compléter ces mots, c'est vrai qu'on fait face aujourd'hui à une transition énergétique, hein, comme vous le savez, dans tous les domaines, notamment les domaines du transport et notamment dans le transport maritime. Et notre rôle aujourd'hui, que ce soit avec GTT, les énergéticiens ou d'autres, c'est de trouver les solutions de demain pour que le transport maritime puisse continuer à prospérer à travers les mers. Et ça ne passera que par la décarbonation de ce transport. Donc on a vraiment, en tant qu'ingénieur, des enjeux majeurs. C'est passionnant. Et moi, je suis très honoré de recevoir ce prix. Alors pour deux raisons. C'est qu'en 2007, j'avais eu le prix de thèse de l'Académie de Marine. Donc ça remonte à quelques années. Et du coup, je suis très honoré d'avoir pu poursuivre ces travaux de thèse et les appliquer derrière, notamment pour CMA-CGM, pour réduire les émissions et la consommation des navires. Et en dernier lieu, je suis aussi très honoré parce que mon oncle Jean-Claude Pujol était membre de l'Académie de Marine et nous a malheureusement disparu l'année dernière. Et donc, je lui dédie ce prix. Merci à tous.
Merci beaucoup, Monsieur Jacquin. Ça montre que l'Académie suit ses lauréats et qu'elle a pas mal de persévérance. Le dernier des prix de fondation attribués cette année est le prix Histoire Georges Lègue, qui a été attribué à Monsieur Thomas Vesset, maître de conférence à l'Université du Havre, que je prie de bien vouloir montrer à la tribune. Et ce prix va lui être remis par le professeur Philippe Audrey. Le prix Georges Lègue a été fondé par le fils de Georges Lègue, l'ambassadeur Raphaël Lègue, et il est destiné à récompenser un jeune talent historique, jeune talent prometteur. Eh bien, il nous a semblé que M. Vesset, cette année, avait tout à fait le profil du talent prometteur. Alors, je vais vous dire deux mots, parce que M. Lègue ne va peut-être pas tout vous dire de son travail. M. Lègue a travaillé pendant de nombreuses années au service historique de la Défense, au service historique de la Marine, et il est maintenant maître de conférence donc, à l'Université du Havre. Il a soutenu une thèse sur l'amiral d'Argentlieu. Cette thèse a eu beaucoup de succès, elle a été couronnée par l'Institut, enfin, etc. Et il continue ses travaux. Nous voudrions l'encourager. Vous savez, actuellement, l'étude historique de la Seconde Guerre mondiale est un sujet assez polémique. D'ailleurs, vous êtes mêlé quelquefois à ces polémiques. Et donc, il nous a semblé qu'il fallait aussi mentionner un peu l'intérêt de l'Académie pour ses travaux. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'Académie de Marine pour ce prix et pour ses encouragements, puisqu'effectivement, autant il y a une grande tradition française en histoire moderne à l'université d'histoire maritime et d'histoire navale, autant en histoire contemporaine, c'est un peu plus rare, et donc je suis très heureux de ces encouragements, d'autant que pour un 20e recevoir le prix Georges Lègue, qui est quand même le nom d'un des plus grands ministres de la Marine du XXe siècle, forcément, j'y suis très sensible. Et puisque vous avez parlé de la question de la polémique, je me permettrai, et j'y suis aussi sensible, puisque vous le savez peut-être ou pas, actuellement il y a une réforme du droit des archives qui va compliquer le travail des historiennes et des historiens. Et le texte qui passe par l'intermédiaire d'une loi antiterroriste sera présenté au Sénat à la fin du mois. Et donc voilà, c'est un élément qui aussi joue dans le fait que je suis très heureux de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, vous avez ici. Et continuez, je vous en prie, ces travaux qui intéressent tous les historiens. Merci beaucoup. Bien, nous abordons maintenant les prix particuliers. Nous avons deux prix particuliers. Il y en a qu'un qui a été attribué cette année. C'est le prix Droit et économie Claude Boquin. Il a été attribué à M. Yann Tefani pour sa thèse « La lutte contre les activités illicites en mer ». M. Tefani est représenté par M. Ismaël Koné, à qui je demande de bien vouloir venir à la tribune. Et le prix va lui être remis par le président de la section Droit et économie, M. Édouard Berlet. Cher monsieur, cette thèse constitue une somme très bien argumentée et documentée sur les problématiques complexes de la lutte contre les activités illicites qui s'y développent à la faveur de la liberté des mers et de certaines pratiques des pavillons de complaisance. Depuis plusieurs années, les travaux universitaires dans le domaine de la sûreté en mer se sont multipliés, notamment sur la piraterie et les narcotrafics. Mais il manquait une approche globale que cette thèse apporte maintenant. Alors, elle dévoile des mécanismes complexes progressivement mis en place pour l'émergence d'un droit pénal international en matière maritime et elle analyse avec précision le rôle important que jouent certaines institutions internationales comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si ce travail souligne l'évolution très importante des normes juridiques pour renforcer la lutte contre les activités illicites en mer qui pénalisent gravement l'économie maritime, elle en appelle également, et à juste titre, un renforcement significatif de la coopération internationale dans ce domaine. En conclusion, cette thèse, d'une lecture fluide et accessible, constitue d'une part un document de fond sur les liens entre droit de la mer et droit pénal, et d'autre part, il intervient dans un domaine qui a sensiblement fait évoluer les missions des marines militaires
notamment pour la répression de la cybercriminalité. L'intérêt de ce document majeur est donc d'en donner le cadre juridique national et international. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous offrir et vous prierez de remettre ce prix de notre part à M. Stéphanie. Voilà. Très bien. Très bien, bonjour à tous. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici devant cette illustre assemblée. Je transmettrai les remerciements de M. Stéphanie à l'Académie de Marine, son regret aussi de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Et donc, il remercie aussi son directeur de thèse, le professeur Patrick Chaumette, le laboratoire de droit maritime et des activités océaniques de l'Université de Nantes. Et donc, il vous remercie pour ce prix. Et moi aussi, je vous remercie. C'est un plaisir d'être là, ici, en face de vous. Merci beaucoup. Le fait que ce prix particulier, ce dernier prix particulier soit une thèse, fait une transition tout à fait excellente, puisque nous abordons maintenant les prix de thèse. Vous savez que nous avons chaque année un prix de thèse dans 2 catégories, les sciences exactes et ou expérimentales et les sciences humaines et ou les sciences sociales. Cette année, nous avons la chance d'avoir pu sélectionner une thèse dans chacune de ces catégories. La première, sciences exactes et expérimentales, ce prix a été décerné à M. Nicolas Clich, auteur de la thèse, alors je prends mon élan, recristallisation et propriétés mécaniques d'un acier inoxydable, austénitique stabilisé au niobium. Et je prie M. Clich de bien vouloir venir à la tribune et le prix va être remis par M. Jean Pépin Le Halleur. Le monde de la mer est un monde technologique. Même du temps de Homère, comme dans le coin, il faut quand même savoir ramer, il faut que ça tienne, il faut que ça flotte. Et donc, nous sommes encore confrontés tous les jours à des problèmes technologiques. On a voulu ici souhaité saluer une thèse qui paraît bien compliquée, mais grâce à cette thèse, nous sommes tous spécialistes à l'Académie de Marine d'acier austénitique dopé au niobium. Plus de secret pour nous. Il faut quand même, ça nous ouvre les yeux pour voir que des grands projets, comme les sous-marins nucléaires, toutes les chaufferies nucléaires, reposent sur des technologies qui sont extrêmement pointues et qui ont besoin d'un travail qu'on peut qualifier d'obscur, mais en fait absolument passionnant et très précis pour la qualité du matériel qui fait le succès de nos armes. Et donc, nous avons voulu saluer une thèse très pointue, mais qui montre bien à quel point nous, marins, nous sommes dépendants de la technique élaborée à terre et par la qualité. Et donc cette thèse nous a plu, nous avons choisi pour illustrer l'intérêt que nous avons à ce genre d'activité. Nous félicitons M. Clich. Je vais dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de remercier en premier lieu l'Académie de Marine qui me fait l'honneur de récompenser mes travaux, et en particulier les personnes qui ont fait l'effort de lire ma thèse. Car en lisant le titre « Recristallisation et propriétés mécaniques d'un acier inoxydable austénitique stabilisé au niobium », on se demande effectivement quel était le rapport avec le monde maritime. Et c'est pour ça que j'apprécie que l'Académie reconnaisse l'importance pour la marine et notamment pour la marine de guerre des sujets de fabrication de matériaux et de mécanique. Donc, à côté des thématiques nouvelles comme la numérisation des bateaux,
Un sujet plus ancien comme la métallurgie demeure un enjeu majeur pour la réussite des programmes navals contemporains. Et j'en sais quelque chose car je suis maintenant l'architecte de la chaufferie du SNLE de 3e génération à la DGA. Donc les sujets m'occupent encore tous les jours. Je remercie l'École des mines de Paris et son laboratoire, le Centre des matériaux, où j'ai fait ma thèse, et notamment ma directrice de thèse, Anne-Françoise Gourgue. Je remercie le CEA de Val-Duc et la DGA qui m'ont fait confiance pour cette thèse, et les industriels partenaires avec qui nous avons beaucoup œuvré, Aubert et Duval et Naval Group. Et enfin, je remercie ma femme, Diane, ma famille et ma belle famille pour leur soutien dans ce travail. Je vous remercie. La seconde thèse, thèse de sciences humaines et sociales, a été attribuée à Madame Farah Galoussi pour sa thèse « L'assurance des nouveaux risques maritimes ». Merci de vouloir venir à la tribune et le prix va vous être remis par le commissaire général Jean-Louis Fillon, nouveau président de la section droit et économie. Bonjour madame. C'est la dernière récompense de l'après-midi, ce n'est peut-être pas la moindre. Nous avons beaucoup apprécié ce travail sur les nouveaux risques couverts par l'assurance maritime parce qu'il nous a paru extrêmement important et couvrir un champ pas toujours abordé dans les travaux juridiques, c'est celui du risque cyber en particulier, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les risques liés au gigantisme des navires, il y a aussi les risques liés à l'évolution stratégique et économique avec les embargos ou les agressions économiques que certaines nations en conflit peuvent se livrer. Et Madame Galoussi, dans un français parfait, dans un style clair, parfaitement articulé, aborde cette question, je dirais, dans toutes les dimensions, avec précision et d'une manière extrêmement ouverte. Ce n'est pas un travail juridico-juridique comme on en lit trop souvent dans les thèses. C'est un travail qui est à la fois conceptuellement parfait, mais qui est aussi concret et qui est ouvert sur les conséquences économiques de tous ces risques. Voilà, c'est toute cette globalité d'analyse, d'approche qui a retenu l'attention de la section droit et économie et qui nous a valu de proposer à l'Académie de retenir le très beau travail de Madame Galoussi. J'ajoute que Madame Galoussi est issue de la communauté francophone et que ce travail en français intervient dans un domaine où les anglo-saxons ont tendance à être prédominants et qu'il est du devoir d'une institution comme la nôtre que d'encourager les travaux et de pousser les interventions qui mettent en avant le monde juridique français face au monde anglo-saxon. Il y a des normes qui ne sont pas toujours les nôtres et qui vont parfois dans une logique économique qui n'est pas la nôtre. Et donc, nous pouvons remercier Madame Galoussi de l'importance de son travail que nous avons remarqué, que je suis heureux de proposer à la récompense de l'Académie. Merci. Alors, mesdames, messieurs, je remercie l'Académie de Marine et son jury pour ce privilège et cet honneur d'obtenir ce prix de thèse. Je profite aussi de cette occasion. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je ne vais pas revenir sur le fond de la thèse. Je profite de cette occasion pour remercier mon directeur de thèse, monsieur le professeur Philippe Delbecq, l'Université Paris 1, ma famille et mes amis pour leur soutien indéfectible. Ce prix de thèse couronne 5 années de recherche qui vont être publiées aux presses universitaires d'Aix-en-Provence et qui font le lien entre le droit et la pratique des assurances maritimes. Merci.
Monsieur le Président, nous en avons terminé pour cette deuxième catégorie de prix. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Un petit mot de conclusion. Je n'ai pas l'éloquence de la sardine, mais je voulais aussi vous dire que malheureusement, cette année, nous n'aurons pas, pour nous retrouver, le petit cocktail amical que nous avons d'habitude pour des raisons sanitaires et les règles de l'école militaire, malgré l'assouplissement du déconfinement, nous ne le permettent pas. Alors moi, je voudrais dire simplement ce qui m'a frappé dans cette remise de prix, c'est d'abord la reconnaissance qui est donnée par l'Académie à tous ceux qui ont été récompensés. Je crois que le vrai mot, c'est celui-là. C'est aussi la diversité. On l'a vu avec votre thèse, qui est très... Je n'ai toujours pas compris, mais je ne comprendrai pas, je renonce. Et puis, en tout cas, la diversité de prix littéraires, d'histoire, récompensant l'art, des entreprises, des universitaires. Donc il y a une très large diversité, ce qui correspond d'ailleurs au savoir, au pluriel, que l'on trouve au sein de l'Académie de Marine. Alors, nous sommes peu nombreux, si j'ose dire. Nous organisions d'habitude cette remise des prix dans l'Amphifoch, qui était qui est la cathédrale de l'école militaire. Cette fois, nous sommes à l'Amphi des Vallières, nous sommes dans la crypte, mais on y trouve la chaleur, on y trouve l'amitié. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, vous qui êtes présents, tous ceux qui ont participé en visioconférence. Et puis dire à notre président d'honneur que nous avons été très heureux de sa présence. Je le remercie chaleureusement et je vous propose de l'applaudir. Merci.